sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Bonjour tout le monde, j'avais dans l'idée de faire une vidéo déjà depuis très longtemps pour expliquer un petit peu mon travail. J'ai l'impression que des profs de langue, il y en a de plus en plus, des profs de langue en ligne, pardon. Enfin, c'est du moins mon vécu. J'avais l'intention d'expliquer un peu plus ce que je fais en synchrone, asynchrone dans mes cours. Et puis en fait là, très rapidement, Covid-19 oblige et confinement oblige, je me dis qu'en fait là, on a vraiment quand même beaucoup de profs, et la totalité des profs, que ce soit... j'imagine en France, mais aussi dans d'autres pays, qui sont en confinement, qui sont du coup obligés de continuer leurs cours à distance. Vu la situation, le confinement va durer à mon avis probablement plus longtemps que peut-être on l'imagine. Voilà, déjà on peut compter un mois ou quelque chose. En un mois on peut faire beaucoup de choses. On se doit en fait en tant que prof de continuer à suivre bien évidemment le programme, mais à apporter justement à nos apprenants toutes les clés pour réussir et pouvoir terminer leur année scolaire dans des conditions les plus normales possibles. Et en fait, travailler en ligne, c'est pas un gros mot, c'est pas horrible, c'est pas moins bien. Bien au contraire, il y a plein de choses qu'on peut faire en ligne, toute une nouvelle, je dirais, mindset à adopter. Et donc voilà, je me propose aujourd'hui en fait, pour mes amis notamment, qui sont aussi obligés de passer en ligne, mais aussi pour n'importe quel prof, que ce soit... voilà, du primaire, du collège, du lycée, du supérieur ou des écoles de langue qui le souhaitent. Voilà, je voudrais proposer un petit peu mes petites connaissances. Ça fait maintenant 3 ans que je suis prof en ligne. Je quitte le monde réel pour de plus en plus être en ligne, et en fait ça me va très bien. Malheureusement, travailler en ligne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est beaucoup plus de temps en fait qu'on passe à préparer ses cours, puisque on doit prendre en considération beaucoup de choses, et en fait c'est absolument pas suffisant de penser qu'on peut faire à peu près comme on faisait en présentiel avec des fiches qu'on imprime et qu'on envoie. Là ça marchera vraiment pas, je pense. Ça fonctionnera pas très bien. Donc je vais commencer par parler éventuellement de Moore et de la distance transactionnelle rapidement. Donc la distance transactionnelle, c'est en fait la relation entre la structure, l'autonomie de l'étudiant et le dialogue. Donc le dialogue entre le prof et l'étudiant, l'autonomie de l'étudiant, l'apprenant, l'élève, vous prenez le vocabulaire que vous voulez, et donc la structure, donc en fait la plateforme, ok. On peut parler aussi de relation entre l'apprentissage, l'interface et l'autonomie de l'étudiant. Et alors ça, c'est vraiment 3 points qui sont très importants, et on doit en fait diminuer au maximum cette distance transactionnelle. C'est mon point en fait de base. Donc le plus important, c'est l'organisation, c'est la structure. La structure, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas qu'elle soit trop rigide, parce que justement vous allez augmenter cette distance transactionnelle et vous voulez en fait la diminuer un maximum. Donc par contre, il faut que ce soit évidemment très bien organisé pour que ce soit compréhensible, lisible, suivable, qu'on puisse suivre ce cours et justement optimiser l'autonomie de vos apprenants. Cette plateforme, vous pouvez déjà la voir probablement par l'ENT, l'espace numérique de travail de votre institution, ou un Moodle ou une autre plateforme qu'on appelle de LMS, Learning Management System. Moi par exemple, je passe pas par une institution et je suis pas programmatrice, je suis pas riche non plus. Donc j'utilise Canvas et je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne Canvas. Donc voilà, donc Canvas, je vous montre un petit peu sur mon ordinateur. Donc l'avantage de Canvas, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir voilà, des compétences de programmation. C'est un serveur libre en fait, vous n'êtes pas attaché à une institution. Ça se met en 5 minutes, c'est gratuit pour les profs et c'est assez fantastique. Donc là, je vous montre pas mon Canvas avec tous mes élèves que j'ai en individuel, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi pourrait ressembler justement une plateforme structurée un maximum. Donc voilà, c'est un module que j'ai développé, testé avec des collègues. Donc le plus important, et je vais fermer un petit peu tout ça pour pas que ça soit trop confus. Donc voilà, donc là on voit en fait j'ai différents modules, tout est organisé. Et je commence avec probablement la chose qui est la plus importante au départ, c'est d'avoir justement ces ressources et ces tutoriels pour la classe. Je pense qu'il va falloir investir un petit peu de temps pour faire ce genre de petits tutos
d'accord, qui explique un petit peu comment ça fonctionne. Ou alors, si vous voulez expliquer une consigne, vous pouvez, ou un projet, ou une activité, vous pouvez justement passer par des petits tutos. Moi, par exemple, j'ai expliqué un petit peu comment fonctionnait en fait le cours, mais la plateforme aussi, surtout. Et donc voilà, j'ai fait un petit tuto. Bienvenue dans le Voilà. module Consommer autrement de votre cours de français général niveau A2. En gros, dans ce petit tutoriel, j'ai pas montré le visage. C'est pas nécessaire forcément de montrer votre visage. Vous pouvez faire des petits tutos justement en faisant une capture d'écran de votre ordinateur. J'explique comment ça fonctionne, j'explique le fonctionnement du cours pour pas qu'il soit perdu, pour justement qu'il puisse travailler plus ou moins en autonomie. Voilà, c'est une petite vidéo YouTube qui m'a pris 5 minutes à faire, vraiment pas compliqué, elle dure 3 minutes, ça peut durer 1 minute ou 2, ça dépend ce que vous expliquez, mais ça je pense que les petits tutos sont importants. Ensuite, vous pouvez aussi en fait pour chaque module, je sais pas si vous êtes prof de maths et que vous voulez voir les additions ou quelque chose que vous voulez expliquer, un point que vous voulez voir, vous pouvez faire des petites vidéos pour expliquer, ou alors tout simplement déjà utiliser les vidéos qui existent déjà sur le web. Il y en a plein, et exploiter justement ces ressources-là. Je dirais que c'est quand même l'occasion de faire un peu, on dirait une classe inversée, d'accord. Là vous avez toute la liberté de l'étudiant de pouvoir justement se balader à travers ces ressources éducatives. Et pour faire je pense que c'est un des meilleurs contextes pour faire une classe inversée. Si vous êtes intéressé par cette méthode, je mettrai de toute façon quelques liens en bas. Donc voilà, donc j'explique un petit peu tout, je mets différentes ressources pour que les étudiants sachent que c'est ici. Banque de sons, dictionnaire, ça peut être autre chose, bien évidemment, ça dépend de votre cours, mais toutes les ressources peuvent être là et elles sont toujours là. Ensuite, il y a toujours possibilité de fermer si ça vous prend trop d'espace. Au niveau de mes modules, bon, c'est un cours de langue, je l'organise forcément de cette façon-là. Mais ce qui est important, c'est que si vous planifiez une activité, de bien expliquer à chaque fois comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut cliquer. Je pense que c'est très très important, voilà, de répéter, quitte à le répéter plusieurs fois, parce qu'ils ont besoin de ces instructions-là, parce que vous êtes loin et vous n'êtes pas là. Pas là, du moins en présentiel. L'avantage de ces plateformes, c'est de créer des activités plutôt interactives avec une sorte de feedback immédiat, c'est-à-dire les questions. Par exemple, là j'ai une compréhension écrite. Il n'y a rien d'innovateur là-dedans, hein, mais j'ai la possibilité de voir toutes leurs réponses et d'évaluer un petit peu. Et eux, ils ont le feedback immédiat, ça veut dire qu'ils ont les réponses aux questions, ils savent exactement à quel moment ils ont fait une faute ou pas. Au niveau de ma grammaire, par exemple, je suis passée par l'inductif, donc j'ai fait un petit tuto, voilà, une espèce de petit, de petite vidéo où j'explique les partitifs. Des frais, des produits laitiers, du pain. En général, on mange une biscotte avec du beurre. On peut y ajouter de la confiture. Donc je fais ça avec... Repérer les aliments. Je fais ça avec ma tablette, hein. J'ai assez de chance d'avoir justement cette petite tablette avec le stylo et en fait j'écris, en fait je fais mon cours comme si c'était un tableau blanc. Et moi ça me permet, voilà, d'avoir, voilà, leur cours est là. Ensuite ils peuvent le retrouver bien évidemment en PDF. Je leur explique un petit peu tout, on fait le cheminement, c'est de l'inductif, ils découvrent la phrase, ils découvrent la règle, ils réfléchissent, voilà, on essaye le plus important, c'est d'essayer de développer leur esprit critique, leur capacité justement à induire une règle, à comprendre, et ça va être beaucoup plus bénéfique pour eux. Ils vont pouvoir retenir davantage l'information. C'est bénéfique. Voyez ça comme quelque chose de vraiment, c'est the time of your life, step up your game. C'est bon, c'est une bonne chose. Vraiment, il n'y a pas à voir ça comme quelque chose de négatif. Encore une fois, je le répète. J'ai plusieurs exercices. J'utilise par exemple Quizlet, hein, c'est une ressource externe. Il n'y a aucun problème à ça. Et puis ensuite, un petit mini-test que j'ai fait qui est en built-in, qui est construit dans Canvas. Et voilà un petit peu comment je fais en gros. Ensuite, ce qui est assez sympa, par exemple, quand j'essaye de... Parce que ce qui est bien aussi, c'est de varier un maximum les activités. Et donc, pas juste avoir une fiche de grammaire que les parents vont imprimer, ou que eux vont imprimer. Et ensuite, voilà, l'imprimer, faire la fiche, puis éventuellement la scanner, l'envoyer. Enfin, je veux dire, il y a, là, il y a quelque part quelque chose qui va... empêcher, en fait, diminuer le dialogue, diminuer justement cette interaction. Et donc là, il y a un risque quand même d'augmenter cette distance transactionnelle. C'est quand même dommage quand on a toute cette technologie à portée de main. Par exemple, une activité que moi je fais, par exemple, un enregistrement audio, j'explique ce qu'ils doivent faire, la date, on peut mettre les points, etc. La consigne, ils vont s'enregistrer...
Voilà, c'est un exemple d'activité, mais voilà, j'utilise un petit peu vraiment les outils qu'il y a à notre disposition. Utilisez les outils qui sont à disposition sur votre ONT, et de toute façon, si vous n'avez pas beaucoup d'outils à disposition dans les autres plateformes, sachez qu'il existe plein de sites, plein d'outils numériques en ligne que vous pouvez utiliser, et après c'est vraiment une question de gérer vos liens en fait. Voyez la plateforme aussi comme un moyen de répertorier, d'organiser vos liens. Les liens justement de ressources extérieures à la plateforme que vous utilisez. N'hésitez pas aussi, c'est très important, à être quand même flexible. C'est-à-dire que certes il y a une structure, mais la structure ne doit pas être complètement rigide. L'organisation doit être très claire. Ça oui, ne soyez pas trop rigide, soyez flexible. Et c'est ça qui est fantastique, c'est que vous allez enfin pouvoir respecter justement assez facilement et assez naturellement les rythmes naturels d'apprentissage de l'apprenant en fait. Il va pouvoir respecter un petit peu son rythme d'apprentissage. Ça c'est une bonne chose. Et quelque chose qui est très important dans la distance transactionnelle, c'est vraiment d'augmenter un maximum le dialogue pour baisser un maximum cette distance transactionnelle. Et augmenter le dialogue, ça passe par plusieurs choses. Donc, selon la plateforme que vous utilisez, il peut y avoir un chat, il peut y avoir une espèce de boîte mail qui est construite à l'intérieur d'eux. Il peut y avoir aussi des forums, par exemple, c'est le cas de Moodle. Ces forums, c'est très bien en fait, parce que la moindre question qui est posée par l'étudiant peut être visible et bénéficier à toute la classe. Et ça, c'est ça qui est très important justement dans ces ressources de forum. Donc le forum peut paraître un peu 2010 ou 2005, mais c'est pas saut 2005 en fait. C'est vraiment assez... c'est un peu... Imaginez ça comme un question-réponse, un Q&A. Moi, je trouve ça très bien. Ensuite, pour éviter justement de mettre un petit peu cet étudiant qui aurait une question, qui n'a pas forcément envie de parler devant toute la classe, il y a aussi le message privé, le chat. Ça aussi, c'est important. Si tout peut être sur la même plateforme, c'est encore mieux. Mais après, voilà, vous pouvez diversifier les canaux. Utiliser un WhatsApp, utiliser un Facebook Messenger, utiliser le mail institutionnel. Ça, c'est vous qui voyez, très sincèrement. Mais très important, soyez disponible. Soyez flexible. Voilà, malheureusement, imposez-vous une certaine... sur les limites de l'horaire de l'école. Hein. Par exemple, si vous aviez cours de 8h à midi et je sais pas moi, de 13h à 4h, continuez sur ces horaires-là, mais soyez disponibles. Journée, ça va être en fait de la planification, beaucoup de planification, d'organisation, publier, partager, mettre ça en forme. Et puis aussi monitorer vos étudiants, c'est-à-dire qu'eux, ils vont passer la journée à faire ces activités-là et vous devez être présent et disponible pour répondre à leurs questions, aux doutes qu'ils ont. Et c'est important. Ce qui est super en fait avec ce nouveau contexte de cours en ligne et cours à distance, c'est que vous allez pouvoir en fait faire des activités à distance que vous ne pouvez pas faire en présentiel, et c'est pas en fait négatif. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment maintenir le plus possible, c'est la collaboration entre les divers étudiants. Donc si vous avez une classe avec plusieurs élèves, plusieurs étudiants, il faut qu'ils puissent collaborer ensemble pour justement continuer à co-construire le savoir. Et donc vous pouvez les mettre sur des projets. Ils peuvent travailler avec des choses comme Google Drive, faire des présentations en groupe. Ils peuvent utiliser Skype, Hangout, plein d'autres manières pour eux de pouvoir communiquer ensemble. Ces petits projets, ces petites présentations, cette petite classe inversée, tout ça, ça va permettre en fait tout simplement à l'étudiant de retenir davantage d'informations, de co-construire son savoir. Donc vraiment d'être actif, acteur de son apprentissage, c'est tout bénef. Votre travail, ça va vraiment être d'être un guide, d'accord? Et c'est en fait le travail d'un enseignant, c'est d'être le guide de ses apprenants. Les activités, vous pouvez penser à des activités qui sont vraiment en relation avec ce qu'ils font à la maison en ce moment. Ne voyez pas le confinement comme quelque chose de limitant. Au contraire, ils vont être dans des contextes du quotidien qui sont plutôt concrètes. Et vous pouvez justement penser à ces contextes concrets de vie et justement adapter en fait par exemple des maths et de la grammaire, paf, une recette de cuisine. Ça c'est quelque chose que j'ai entendu sur France Inter ce matin ou hier matin. Donc bon, voilà. Moi, je pense que les activités, elles peuvent et doivent dépasser le cadre de la classe et c'est vraiment l'occasion de le faire. Donc voyez ça comme une bénédiction. Voilà. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser comme outil numérique. Je vais faire une liste et la liste, je la mettrai en bas. Il y a Mentimeter, Kahoot, tout ça pour créer un petit peu des sondages, des petits questionnaires, des petites choses comme ça pour demander un petit peu où ils en sont, pour avoir une espèce d'idée globale de ce qui se passe en ce moment dans votre classe qui est éparpillée un petit peu partout. Il y a Quizlet pour faire des quiz, des jeux en ligne, mais j'imagine, là je suis pas très bonne dans ce domaine-là, mais bon, je vous le donne quand même.
Socrative, Padlet, tout ça pour travailler en collaboratif, c'est très très bien. WooClap, Learning Apps pour créer des petites activités plus interactives que des fiches de PDF. Oui, ça prend du temps, mais après, tout le monde en bénéficie. Ils peuvent retravailler dessus. C'est quand même plus fun. Ils sont à la maison. Profitez-en. C'est le moment. C'est l'occasion de sortir du format classique de la classe, du format post-industriel. C'est une bénédiction, je le répète encore. Et c'est l'occasion d'engager vos étudiants comme individus dans un groupe, au lieu de justement juste leur donner, je sais pas moi, des PDF et des exercices à faire sur feuille. C'est vraiment l'occasion d'augmenter le niveau, d'aller un petit peu plus loin, de tester et de voir un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment l'occasion. Et peut-être que justement cette grande histoire de confinement, ça sera quelque chose de bénéfique, ça apportera beaucoup dans l'éducation. Vous allez avoir tellement de pratiques nouvelles dans votre enseignement, ce n'est que riche, ce n'est que riche. Faites de cette période difficile un moment mémorable pour eux, mais aussi pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle n'est pas trop longue et partagez-la un maximum, pas forcément pour les likes et les commentaires, mais très sincèrement, je serais très curieuse de savoir quelles sont vos méthodes, vos petits conseils. J'imagine bien évidemment que je ne suis pas la seule personne qui fait des cours en ligne et qui a des conseils à donner. Encore une fois, c'est une vidéo que je voulais faire pour mes collègues profs qui se retrouvent dans cette situation pour la première fois et qui peut-être sont un peu perdus. Partageons nos connaissances, collaborons, on n'est pas obligé d'être chacun dans son coin et tout va aller pour le mieux, j'en suis certaine. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine, un très beau mois de confinement et soyez safe, lavez-vous les mains, restez à la maison, voilà, bye.